Bonjour, bienvenue à cette conférence midi sur l'anxiété en cancérologie. Aujourd'hui, on fait un pas de plus dans notre intégration des outils liés au programme de dépistage. Vous allez voir, on a beaucoup parlé du questionnaire, l'outil de dépistage de la détresse, l'ODD. On a commencé à introduire la trajectoire de réponse à la détresse en fonction des scores qu'on obtient. Et aujourd'hui, on fait un pas de plus parce qu'on va introduire un troisième outil qui est la requête interprofessionnelle que plusieurs connaissent parce qu'on l'a testé et élaboré dans les derniers mois sur le terrain clinique. Et donc, aujourd'hui, ça va être l'occasion d'intégrer ces outils-là en parlant de l'anxiété et de ce qu'on peut offrir aux patients qui vit de l'anxiété au cours de son expérience de la maladie. Donc, on remercie tout d'abord des collaborateurs précieux, Dr Chamas, qui était en formation complémentaire au cours de la dernière année en oncopsychiatrie, qui a collaboré aujourd'hui à la production de la capsule pédagogique sur l'anxiété, et Mme Payan, qui nous offre toujours un soutien administratif très précieux. Les compétences visées par la conférence midi d'aujourd'hui, donc discuter de la prévalence et de la présentation clinique des troubles anxieux en oncologie, échanger sur des situations cliniques fréquemment rencontrées chez ces patients-là qui présentent de l'anxiété ou un trouble anxieux et faire la promotion des bonnes pratiques en matière de dépistage et de traitement des troubles anxieux en cancérologie telles que dictées par les lignes directrices canadiennes. Donc, le plan de la présentation est toujours le même. On commence par cette capsule pédagogique. Par la suite, on aura une vignette clinique co-animée par l'infirmière et un membre du service de psychologie et un temps de discussion et d'échange sur les notions discutées aujourd'hui. Alors, pourquoi parler de l'anxiété en cancérologie? Eh bien, vous le voyez dans votre pratique, hein, un diagnostic du cancer, c'est souvent perçu comme une menace, on dit sérieuse, au bien-être, à l'intégrité d'une personne, mais de façon générale à l'expérience de vie. Et ça peut ébranler plusieurs perceptions de soi-même, de la vie, du sens de la vie. Et ça amène un lot d'incertitudes, hein, à savoir, est-ce qu'on va avoir des résultats médicaux qui sont favorables? Est-ce qu'on va avoir le signal qu'on répond au traitement? Est-ce qu'on va nous proposer des traitements? Est-ce que les traitements vont être difficiles? Est-ce qu'on va être capable de les tolérer? Est-ce qu'il y aura récidive une fois qu'on aura terminé les traitements? Donc, il y a beaucoup d'incertitudes liées à cette expérience-là de soins et de la maladie. Et plusieurs patients vont faire l'expérience à ce moment-là de peur, d'inquiétude ou d'anxiété, donc dans le registre de l'anxiété. Parfois, ces patients-là vont aussi développer des troubles d'anxiété et c'est ce dont on va parler aussi aujourd'hui. Justement, ce trouble-là, donc quand ça altère le fonctionnement de la vie de la personne ou que ça génère une souffrance significative, on parle à ce moment-là de troubles d'anxiété. La prévalence dans la littérature est assez variable. On estime que c'est entre 10 et 30 %, mais malgré cette variabilité-là, c'est quand même une grande proportion de nos patients. Dans le fond, on peut dire jusqu'à une personne sur 3. Souvent, ça va être une exacerbation d'un trouble anxieux préexistant. Vous allez le voir souvent, c'est des patients, par exemple, qui vont avoir fait l'expérience de symptômes d'anxiété dans des périodes plus fragiles de leur vie ou dans des épreuves de vie. Ils ont parfois aussi fait l'expérience de symptômes dépressifs. Les troubles anxieux sont extrêmement associés de façon prévalente au risque de développer au cours d'une vie de façon très importante une dépression majeure. Les troubles anxieux chez les patients atteints de cancer sont aussi, en général, pas passagers. C'est-à-dire, contrairement à l'anxiété, qui peut être une réaction émotionnelle normale suite à un diagnostic de cancer ou suite à des traitements difficiles, ils sont habituellement transitoires, tandis que le trouble anxieux fait en sorte que l'anxiété ou la peur du patient a tendance à persister, à s'accrocher, demeurer présent dans le discours du patient. Et c'est associé de façon indépendante à la diminution de la qualité de vie. Donc, les patients qui ont un trouble anxieux
vont avoir une expérience, une qualité de vie vraiment altérée. Et ça, c'est majeur parce que vous savez que déjà, ils ont une qualité de vie moindre, souvent seulement en lien avec la maladie ou les traitements. Alors, c'est comme si on venait rajouter un fardeau à la qualité de vie. Ça peut survenir à plusieurs moments de la trajectoire du cancer. Donc, même si on a tendance à penser que c'est surtout après le diagnostic, en fait, la littérature nous rappelle à quel point ça peut survenir à tous les moments charnières de la trajectoire chez le patient atteint de cancer. Un sous-type de troubles anxieux ou d'anxiété significative qu'on voit de plus en plus dans la littérature en cancérologie, c'est la question de la peur de la récidive. Donc, on pourrait concevoir ça. Parfois, elle est constituée d'un trouble anxieux, c'est-à-dire elle est tellement importante qu'elle devient un trouble d'anxiété. Parfois, elle est considérée comme une problématique qui peut bénéficier, par exemple, d'une psychothérapie sans nécessairement qu'il y ait pharmacothérapie ou que ça atteigne le niveau d'un trouble anxieux avec une souffrance très significative ou l'altération d'un fonctionnement. Mais c'est quelque chose qui peut déranger le patient, qui peut le rendre inconfortable. Alors, c'est quoi la peur de la récidive? Donc, c'est la peur ou l'inquiétude que le cancer revienne ou progresse, donc dans les cas où la maladie est plus chronique, au cours, là, dans le futur, là, dans un avenir rapproché. Donc, généralement, les patients vont avoir tendance à avoir des pensées même intrusives par rapport à ça. Ça va altérer leur fonctionnement. Ils vont y penser, des fois retarder des projets à cause de ça, avoir de la difficulté de prendre des décisions par rapport à leur propre vie, même de croissance personnelle, parce qu'ils sont un peu paralysés par cette inquiétude-là de voir leur maladie revenir ou progresser. C'est une préoccupation assez fréquente, même si ça n'atteint pas nécessairement l'intensité d'un trouble. On estime que jusqu'à 30% des patients vont l'exprimer dans leurs besoins, c'est-à-dire le besoin d'être rassurés sur le risque d'une récidive. Et même si, en général, on parle de peur d'une récidive, de façon plus large, dans la littérature, on entend souvent parler aussi que ça inclut la peur d'une progression chez quelqu'un qui aurait une maladie, par exemple, avancée ou métastatique. Chez les survivants, c'est aussi assez présent. C'est même une des préoccupations les plus fréquemment rapportées quand on fait le dépistage ou l'évaluation de leurs besoins. Et on a eu de la difficulté à le quantifier de façon assez précise dans les études à l'heure actuelle chez cette population-là. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'elle peut se retrouver de façon très significative chez les aidants, donc les proches aidants. Vont souvent rapporter qu'ils ont eux aussi ces pensées-là, cette inquiétude-là que le cancer revienne chez leurs proches auxquels ils sont attachés. Et ça peut être très significatif. Voyez-vous, on a donné ici exemple pour le cancer du sein et le cancer de la prostate. Très important pour nous qui offrons un soutien psychosocial, c'est que la prévalence du risque réel d'une récidive n'est pas liée à la prévalence de la peur de la récidive. C'est-à-dire que très souvent, on peut s'inquiéter énormément de ce risque-là de récidive, mais ce n'est pas nécessairement associé au risque réel. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va s'inquiéter énormément qu'une récidive va nous arriver. Okay? Donc, on ne peut pas du tout, dans les études, prédire une récidive en fonction de l'inquiétude du patient. Les facteurs prédicteurs de cette préoccupation de la peur de récidive, on a donc le jeune âge. Donc, on sait les populations de nos patients jeunes atteints de cancer vont avoir cette préoccupation-là de façon très prévalente. Pour plusieurs raisons, cette préoccupation-là, elle est là. D'abord, ils ont une quantité de vie à venir plus grande potentiellement, et donc ont peur que dans cette quantité-là estimée, le cancer revienne, mais aussi parce que parfois cette population-là est exposée à des cancers qui peuvent être plus agressifs et donc
se sachant atteints d'un cancer plus agressif, ils peuvent avoir d'autant plus peur qu'il y ait une récidive. Les femmes seraient aussi plus à risque d'avoir cette problématique-là. Les études ont été surtout menées aux États-Unis, donc on avait les minorités ethniques qui ont été bien quantifiées d'un point de vue épidémiologique dans ces études-là et seraient un facteur prédicteur de la peur de récidive. Un faible niveau de scolarité, puis un faible niveau, au fond, socio-économique de revenus. Et le rôle d'aidant, par exemple, peut être aussi associé à peur de récidive, tel que je le mentionnais plus tôt. Par contre, il y a des facteurs protecteurs qui peuvent atténuer ce risque-là de peur de récidive, comme par exemple le soutien social, la satisfaction d'avoir reçu des soins de qualité, un certain optimisme par rapport à l'avenir, donc une dimension, je dirais, plus de personnalité, puis le sens de la vie, une pratique religieuse ou des pratiques spirituelles, même peut-être juste d'avoir investi sa propre dimension personnelle de spiritualité. On sait dans la littérature, c'est à la fois protecteur de la santé mentale et de ce genre de problématiques d'anxiété. Les conséquences possibles, donc c'est important qu'on en parle aujourd'hui de ça parce que les conséquences peuvent être assez importantes et elles sont multiples. Donc, on peut avoir une diminution de la qualité de vie, une diminution de sa capacité à s'adapter à la réalité du cancer. Ça peut être associé à des comorbidités psychiatriques, on en parlait tantôt, de l'anxiété, mais ça aussi, ça augmente le risque d'atteindre le niveau d'intensité d'un trouble anxieux. Ça peut diminuer l'habilité à, comme je disais, donc à planifier, établir des projets dans le futur. Ça peut augmenter tout ce qui est les comportements dysfonctionnels liés à l'anxiété avec des pensées intrusives, de l'évitement, par exemple. Ça peut diminuer la qualité de vie des aidants naturels qui eux-mêmes sont préoccupés parce que leur proche atteint de cancer est aussi anxieux, préoccupé. Et c'est associé à une augmentation de l'utilisation des services médicaux et des coûts reliés, de même qu'à une utilisation des approches complémentaires alternatives qui peuvent être complémentaires et donc aidantes, mais qui pourraient aussi inquiéter les proches ou finalement avoir quelques interactions avec les traitements médicaux classiques. Les autres comorbidités potentielles, bien, on a la dépression, le trouble anxieux, mais ça pourrait être corrélé aussi avec tout autre trouble psychiatrique, dans le sens où on a parfois des patients qui ont des troubles sévères et persistants, qui ont déjà un fonctionnement réduit, parfois un fonctionnement cognitif diminué avec une difficulté de résoudre des problèmes plus limités. Et donc, pour eux, de gérer cette incertitude-là liée à un risque qu'un cancer revienne peut être d'autant plus difficile cognitivement même à comprendre ou à gérer au quotidien. Bonne nouvelle, des interventions qui ciblent justement cette peur-là de la récidive ont été répertoriées, étudiées dans la population en cancérologie. L'intervention la plus efficace et la plus étudiée est très certainement la thérapie cognitivo-comportementale. Les groupes de soutien ont aussi été étudiés. Les interventions de couple, les interventions aussi de suivi téléphonique par les infirmières, notamment pour répondre aux besoins informationnels. Parfois, les patients vont s'inquiéter parce qu'ils n'ont pas nécessairement en main toutes les informations sur leur maladie, puis le risque réel de récidive ou de ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leur qualité de vie et, par ailleurs, diminuer leur risque de récidive. Maintenant, les troubles anxieux, donc on revient à de façon plus générale, les troubles anxieux peuvent masquer d'autres problèmes ou l'anxiété, disons, peut signaler d'autres problèmes qu'on va parfois, de façon moins judicieuse, attribuer ou de façon erronée, attribuer à l'anxiété. Donc, par exemple, la progression lui-même du cancer ou les autres causes organiques. On a vu des patients, par exemple, qui ont des troubles électrolytiques se présenter avec l'anxiété. Et une fois que les troubles électrolytiques sont corrigés, cette anxiété-là disparaît.
On a aussi des patients qui arrivent dans un état de cachexie, qui se présentent avec de l'anxiété, mais finalement, on a la maladie oncologique qui, en fait, a progressé. Peut-être les points ne sont pas donc, c'est des exemples ici de la douleur non contrôlée, de l'hypercalcémie, des tumeurs du système nerveux central, de l'activité épileptique ou des convulsions, des syndromes carcinoïdes, de l'insuffisance cardiaque ou pulmonaire, une embolie pulmonaire. Le patient va dire « je fais une attaque de panique », mais finalement, c'est vraiment une dyspnée secondaire à un phénomène embolique et des infections graves. On a aussi les effets des médicaments ou d'autres substances qui eux-mêmes peuvent créer des symptômes d'anxiété, comme par exemple la corticostéroïde. Le décadron est un agent fréquemment causal d'anxiété en chimiothérapie. La chimiothérapie elle-même peut parfois créer des symptômes d'anxiété. L'hormonothérapie peut être plus rarement, mais peut l'être associée à des symptômes anxieux de façon plus prévalente à des troubles du sommeil et des symptômes dépressifs, selon le type d'hormonothérapie. On a aussi d'autres médicaments, on vous en a donné ici une liste, et l'usage d'une substance récréative peut être associé aussi à de l'anxiété et donc faussement passé pour un trouble anxieux. Voilà. Les autres troubles psychiatriques, donc la dépression majeure, qui peut se présenter de façon apparente comme une anxiété, mais quand on questionne l'ensemble du tableau, il s'agit d'un bris de fonctionnement avec les caractéristiques précises et classiques d'une dépression. Le trouble d'adaptation, donc si c'est réactionnel vraiment, par exemple, au diagnostic ou à un événement de vie, le patient va se présenter avec l'anxiété, mais il va avoir une résolution une fois que ce stresseur-là disparaît dans la vie du patient. Et le délirium lui-même, le patient peut se présenter avec de l'anxiété, mais présenter, comme on avait discuté antérieurement dans une autre conférence midi, un délirium. Je le mentionnais tantôt, avoir des peurs, des préoccupations et des moments transitoires d'anxiété, ça fait partie de ce qu'on appelle les réactions psychologiques normales face à la maladie et aux soins. De façon générale, par contre, ces réactions-là, même si elles peuvent être intenses, sont en général transitoires et n'ont pas tendance à persister ni à altérer de façon majeure, je vous dirais, le fonctionnement de la vie. Si ce n'est pas le cas, là, il faut penser qu'il s'agit d'un trouble d'anxiété ou, disons, d'une comorbidité psychiatrique. Donc, le traitement, on a essentiellement deux axes de traitement, la pharmacothérapie puis la psychothérapie. La psychothérapie, c'est aussi vu donc de façon plus spécifique là, avec des interventions psychothérapeutiques. La thérapie de cognitivo-comportementale est probablement celle qui est la plus étudiée, pour laquelle on a le plus haut niveau de preuves. D'autres approches ont été aussi étudiées, comme par exemple la pleine conscience, la psychoéducation. Ces interventions peuvent être faites par une foule de professionnels et la psychothérapie doit être faite par un professionnel qui détient le titre de psychothérapeute. La pharmacothérapie, elle est très utile en anxiété. En général, le patient qui présente un trouble anxieux a tendance à bien répondre à la pharmacothérapie. L'idéal, quand le niveau est suffisant, donc modéré à sévère, c'est de combiner les deux approches, la psychothérapie et la pharmacothérapie. Parfois, les patients vont avoir besoin de la psychothérapie, mais de façon très transitoire, le temps que la pharmacothérapie devienne efficace. Parfois, ils bénéficient de façon conjointe à ces deux approches-là. Et en général, on va proposer la pharmacothérapie pour les troubles d'anxiété modérés à sévères et on va utiliser une combinaison possible de benzodiazépines et d'antidépresseurs. Il y a une recommandation à l'effet que, justement, quand l'anxiété est légère à modérée au tout début, mais qui a tendance à ne pas répondre soit aux interventions de réassurance, de psychoéducation, de soutien de l'équipe de base, il est recommandé que le plus tôt possible, il y a une référence à des spécialistes en santé mentale pour justement évaluer de quel type de trouble anxieux il s'agit et quel type d'intervention peut être offert aux patients.
Alors, pour terminer, on va justement donc réviser ensemble de quelle façon on peut identifier l'anxiété quand on procède au dépistage. On va tantôt, dans la vignette, voir à quel endroit dans l'outil de dépistage, en général, l'anxiété peut se manifester, donc avec quels outils on peut le détecter, l'identifier. Mais on vous remet ici une image de la trajectoire. Vous savez, là, c'est l'image qui est tout petite sur votre diapo, mais vous avez l'outil complet. Et on vous rappelle que quand, à l'échelle d'évaluation des symptômes d'Edmonton, l'anxiété est signalée comme étant un symptôme, il faut regarder finalement le type de réponse qui est proposé en fonction de la cote obtenue à l'anxiété. Donc, à votre outil de dépistage, vous regardez si l'anxiété a été cochée par le patient dans l'échelle d'Edmonton et si c'est de 1 à 3, alors souvent on s'attend à ce qu'il y ait d'abord un soutien de l'équipe traitante, l'équipe de base. En fonction de leur jugement, l'infirmière et le médecin peut ensuite demander l'avis de professionnels pour savoir est-ce qu'il y a des interventions qu'on peut faire de plus là, pour soulager le patient qui est aux prises avec des peurs, des inquiétudes, de l'anxiété. Si c'est de 4 à 6, c'est considéré comme étant modéré. On s'attend à ce que le patient reçoive des soins psychosociaux, mais qu'il y ait à terme aussi une évaluation psychiatrique pour voir s'ils peuvent bénéficier d'une médication. Donc, les deux se font d'emblée là, vraiment ensemble. Pour ce qui est de la symptomatologie plus sévère, donc de 7 à 10, on recommande à ce qu'il y ait une référence donc, en oncopsychiatrie pour qu'il y ait une évaluation diagnostique et qu'il y ait de la pharmacothérapie proposée. Et que, d'ailleurs, au terme de cette évaluation-là, très souvent, on va faire des requêtes professionnelles là, pour que le patient ait accès le plus possible à l'ensemble, je dirais, des interventions. La troisième chose, donc c'est le troisième outil qu'on introduit aujourd'hui pour les 3 prochaines conférences midi. C'est le dernier outil à intégrer pour l'équipe interdisciplinaire. C'est le fonctionnement donc de la requête interdisciplinaire. Alors, on pourrait, par exemple, si un patient présentait de l'anxiété modérée, donc demander à ce que bien, évidemment, l'infirmière pivot fasse des interventions si le patient s'était lié à des besoins d'information. Mais on pourrait demander, par exemple, au psychologue d'intervenir parce qu'on cocherait le premier motif où c'est marqué détresse psychologique d'intensité légère ou modérée. Et l'anxiété fait partie là, des difficultés classiques d'adaptation. Alors ça, c'est comme le premier point en haut à droite. Je ne sais pas si vous voyez bien. Puis par la suite, comme c'est considéré modéré, on pourrait aussi demander donc au médecin psychiatre d'évaluer si une pharmacothérapie peut être pertinente pour ce patient-là. Voilà. Alors, on termine par les messageries. Donc, le dépistage de la détresse permet d'identifier les patients qui présentent des peurs ou des inquiétudes, de même que de l'anxiété significative, qui peut mener à donc un diagnostic même de troubles anxieux. Il est important de garder en tête que le symptôme d'anxiété chez le patient atteint de cancer peut être causé par de multiples causes organiques ou par des substances. Et ça, c'est important que tous les membres de l'équipe inter aient ça en tête parce qu'on est à même d'identifier des type d'anxiété, par exemple, qui nous apparaîtrait atypique ou chez un patient extrêmement malade, il faudrait penser à cette possibilité-là qu'il y a une cause organique de façon sous-jacente. La peur de la récidive n'est statistiquement pas liée au risque réel actuel de récidive. Les jeunes patients survivants sont par contre plus à risque d'en faire l'expérience, malheureusement, au cours de leur expérience de soins. Et les patients atteints de cancer et présentant une anxiété peuvent bénéficier d'une foule d'interventions thérapeutiques démontrées efficaces.